retrouve pour un nouvel livre de lecture. Vous le savez si vous avez vu mon book haul et si vous savez lire un titre de toute manière. Bref, on va démarrer tout de suite. Alors, c'est des livres que j'ai lus il y a un petit peu longtemps quand même. Ça change pas pour vous parce que vous avez toujours les updates lecture 3000 ans après que j'ai lu les livres. Sauf que d'habitude, je tourne l'update lecture juste après avoir terminé le dernier livre qui va en faire partie. Ce qui fait qu'ils sont assez frais dans ma mémoire. Mais là, je suis partie en vacances, puis j'ai travaillé pendant 2 semaines. Et du coup, c'est des livres que j'ai lus début avril. Voilà, et là on est début mai quand je tourne la vidéo. Donc elle est plus près du moment où vous la voyez que du moment où j'ai lu les livres. Bref, je vais démarrer et je vais arrêter de blablater, n'est-ce pas? Le premier, c'est Le secret de l'ange. Donc c'est le tome 5 des Vampires de Manhattan, écrit par Melissa Delacruz. Toujours. Dans l'ensemble, ça va être un bon update lecture. Il n'y a pas d'abandon, c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? C'est que des bonnes lectures, y compris celui-ci, mais je vais poser un petit coup de gueule, un genre bébé coup de gueule, vous voyez. Donc, dans cette saga, je le répète à chaque fois que je vous présente un tome, mais c'est pas grave. Au début du tome 1, on rencontre un petit groupe d'adolescents qui vont découvrir qu'ils sont des vampires et tout ce que ça implique. Et il y a toute une mythologie autour des vampires qui est mise en place et c'est vraiment sympa. Sauf que j'ai cette impression-là depuis le premier tome en fait, et c'est particulièrement vrai ici. J'ai l'impression que l'auteur s'est retenu de développer son monde et tout l'imaginaire qu'elle avait développé autour des vampires. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ma petite idée de pourquoi elle s'est retenue de développer tout et de nous donner vraiment beaucoup d'informations parce que on n'a pas assez d'informations. Enfin moi j'aurais aimé en savoir plus, je veux plus d'informations, j'aurais aimé avoir beaucoup plus de détails et beaucoup plus de choses sur ce monde, mais on les a pas. Je suppose, et franchement si c'est ça la raison, ça me met hors de moi, qu'elle s'est retenue ou qu'on l'a retenue, je ne sais pas, mais parce que ce sont des romans pour adolescents. On sent que c'est simplifié, on sent qu'on ne sait pas tout et on sent que le monde que l'auteur a imaginé est 10 000 fois plus vaste que ce qu'elle nous propose dans la saga et au fil des tomes, et c'est vraiment dommage. Et si la raison c'est ça, franchement c'est nul. Mais bon, c'est pas grave, je fais avec. J'ai peut-être aussi cette impression-là parce que j'ai lu d'autres sagas qui sont beaucoup plus développées et avec un monde beaucoup plus dense que ça. Ou alors tout simplement parce que je suis trop adulte maintenant, même si ça fait mal de dire ça. Mais voilà, ça m'énerve vraiment. Il y a quand même un point positif à ce tome 5 là quand même. Dans le tome 4, j'ai eu beaucoup de mal à lire le tome 4. Parce qu'en fait, dans le tome 4, on suit 3 adolescentes différentes qui sont dans des villes différentes et qui font des choses totalement différentes. Et le tome 4 est écrit alternativement. On a d'abord une fille, un chapitre, une fille, et ça s'alterne tout au long du tome. Et comme les chapitres font 4-5 pages maximum, on a à peine le temps de savoir où on est, avec qui on est, qu'est-ce qu'elle fait et pourquoi elle est là et qu'est-ce qui se passe exactement, que hop, le chapitre est fini et il faut recommencer avec la fille suivante à se rappeler de qu'est-ce qui se passe, de où on est, où on va et de pourquoi on est là. C'est épuisant de faire ça tout au long d'un livre. Et dans ce tome 3 là, n'importe quoi, dans ce tome 5, on suit également 3 jeunes filles, dont un nouveau personnage. J'ai trouvé ça plutôt cool d'avoir un personnage qui est vraiment nouveau, qu'on n'a jamais vu avant dans un tome 5, c'est vraiment cool. Donc on a aussi 3 points de vue, sauf que le livre est divisé en 3 parties. On a d'abord une fille, puis l'autre, et enfin la dernière. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de constamment s'adapter au personnage, et c'est vraiment cool. J'ai quand même un petit... Enfin, c'est positif et c'est à la fois positif et négatif, c'est-à-dire qu'au cours de ce tome 5, il se passe des choses, on avance, on progresse, c'est cool, les choses se mettent en place, mais c'est clairement un tome de transition parce qu'au moment où ça va vraiment démarrer, au moment où tout ce qu'on vient de mettre en place est censé porter ses fruits et faire qu'il y ait des choses qui se passent vraiment, et bien le tome est fini, il faudra lire le tome 6. Alors c'est à la fois cool et pas cool parce que c'est un tome très 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 court quand même, il doit faire quoi, 300 pages? Même pas. Voilà, il fait même pas 300 pages, donc l'auteur aurait pu écrire encore 100-150 pages pour mettre en place un minimum un peu plus ce qu'elle est en train de faire dans cette saga-là, mais elle l'a pas fait. Donc c'est cool parce que ça me donne envie de vraiment de lire le tome 6, et pour la première fois de ma vie, quand j'ai terminé ce tome 5 là, je me suis dit merde, j'ai pas la suite, j'aurais bien aimé la lire là maintenant tout de suite. Bon, j'ai lu ça début avril, on est début mai, j'ai toujours pas lu le tome 6, principalement parce que je ne l'ai pas trouvé d'occasion, mais dès que je le trouve, je l'achète et je pense que je le lirai le jour même en enfant, parce que j'ai vraiment envie de découvrir la suite. Donc c'est cool. Le deuxième livre, j'en ai déjà parlé dans mon book haul évidemment, et je vous ai dit que j'en parlerai maintenant, donc je vais le faire. Il s'agit du tome 1 de La chasseuse de la nuit, écrit par Janine Frost, et donc le tome 1 c'est Au bord de la tombe. Au bord de la tombe, c'est le titre du tome 6 de Charlie Davidson, donc ça n'a rien à voir, sauf que donc c'est des titres de tomes de sagas totalement différentes, écrits par 2 auteurs différents, même s'ils ont publié chez Milady, bref. Mais je sais pas pourquoi, du coup, enfin je sais pas si c'est dû à ça ou à autre chose, mais quand j'ai démarré ce tome là, je me suis dit
je m'attendais un petit peu à un univers à la Charlie et une héroïne à la Charlie. Alors Charlie est inimitable, est inégalable et c'est pas possible, enfin de faire un copier-coller de Charlie ça n'aurait aucun sens, n'est-ce pas? Mais j'ai un peu retrouvé ça. J'ai aussi lu ce livre-là après Le Secret de l'Ange et après Sans un mot d'Arlene Coben dont j'ai parlé dans une dernière update lecture parce que j'avais besoin d'un univers, j'avais besoin d'un truc auquel je peux m'accrocher avec des personnages qui allaient être un minimum travaillés, un univers à peu près, comment dire, complet, vous voyez, et un truc où je pourrais apprécier ma lecture. Parce que Sans un mot m'avait vraiment déçu au plus haut point. Et Le Secret de l'Ange, je suis restée un petit peu sur ma faim quand même. Donc ici on va rencontrer, comment elle s'appelle déjà? Kat. Enfin elle s'appelle Catherine mais on la surnomme 4. Elle est chasseuse de vampires, hein, comme le titre de la saga l'indique. Enfin le titre de la saga c'est chasseuse de la nuit, mais bref. Elle est chasseuse de vampires et elle a littéralement été élevée pour traquer et tuer les vampires. C'est ce qu'elle fait de ses journées tout le temps. Voilà, elle doit avoir 22 ans, je crois quelque chose comme ça, et depuis elle a 16 ans, elle fait ça. Sauf que au début du tome, donc elle nous explique son quotidien, comment ça se passe, comment elle tue les vampires, tout ça. Et elle va rencontrer un vampire, évidemment. Sauf que elle va vouloir le tuer, comme elle veut tuer tous les vampires. Sauf qu'en fait c'est lui qui va l'enlever, c'est lui qui va la faire, enfin il va l'assommer. Et quand elle se réveille, il va l'interroger parce il a repéré qu'elle tuait des vampires. Il veut comprendre pourquoi elle fait ça, pour qui elle travaille, comment elle a appris qu'ils existaient, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce délire. Enfin, il veut comprendre. Sauf que ce qu'elle lui répond, ça ne lui convient pas parce qu'il était persuadé de savoir pour qui elle travaillait. Et en fait, elle travaille pour personne, elle travaille pour elle-même. Du coup, elle a rien à lui dire, elle a rien à lui répondre. Bon, ils finissent par plus ou moins s'associer, même si c'est compliqué. On s'en doute également dans la suite du livre, va y avoir une espèce de romance entre eux. Mais c'est compliqué parce que lui est un vampire et que elle a littéralement, encore une fois, été élevée pour détester les vampires. Donc c'est pas gagné tout ça. Mais c'était vraiment cool. Et cette saga prouve qu'on n'a pas besoin d'avoir 10 personnages pour que ce soit cool, quoi. Il n'y a que 2 personnages centraux et pourtant ça bouge et pourtant il se passe des trucs de fou et c'est vraiment cool, voilà. Et on a une vraie mythologie des vampires sans qu'on ait l'impression qu'on nous cache des choses et qu'on nous dit pas tout. Donc c'est vraiment cool et c'est pour ça que je voulais le tome 2, que j'ai déjà acheté, que j'ai pas encore lu parce que j'ai eu dans plein mois de la fantasy et que ça c'est du fantastique. Donc je lis autre chose en parlant de la fantasy, mais lire du fantastique en parlant de la fantasy, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Donc je pense que je lirai le tome 2 au mois de juin. Du coup, j'aime beaucoup cette saga et je vous en parle très bientôt. Le troisième livre, vous êtes habitués, vous le voyez tous les mois. Donc là, je suis un petit peu en retard et probablement qu'au moment où vous voyez cette vidéo, j'ai déjà lu le tome 5. Mais c'est pas grave, je parle de Calendar Girl du mois d'avril. Oui, écrit par Audrey Carland, toujours, oui. Donc on suit toujours Mia qui était Escort Girl et qui au mois d'avril a un nouveau client. J'avais adoré, mais vraiment adoré le tome 3. C'est un tome vraiment cool, je le répète encore une fois. Et d'ailleurs, si vous devez lire qu'un seul tome de cette saga, et ben lisez celui du mois de mars parce que franchement, il est cool. Ici, c'est pas que c'était moins bien, mais c'est juste que le client est un peu moins cool. Je pense que j'ai tout simplement moins adhéré au client qu'elle a. Je ne me rappelle même plus comment il s'appelle, mais ça, voilà. C'est un gars pas très cool et pas très sympa. Elle va l'aider. En fait, soit dans chaque mois, soit Mia noue une relation avec le client parce qu'elle est escort girl, elle n'est pas obligée de coucher avec lui, d'avoir de relations avec lui. Mais soit elle se rapproche de son client et il se passe des trucs entre eux, soit elle aide son client dans sa vie. C'était le cas dans le tome 3 et c'est ce que j'ai vraiment aimé. Là, elle va aussi l'aider, mais je ne saurais pas l'expliquer, mais le client était un petit peu moins présent, il n'était pas vraiment là, alors qu'il est censé être le centre du tome, hein, puisque on le voit que ce mois d'avril-là. Et enfin, il était vraiment en retrait, c'était vraiment bizarre. À la fin, on a, comme d'habitude, on a une espèce de teaser de qu'est-ce qui va se passer au mois suivant. Ça a l'air cool, mais j'ai peur qu'au mois de mai, on tombe dans le cliché le plus total. Et j'ai déjà vu une vidéo qui critique ce que fait l'auteur ici, au niveau des femmes et de leur physique et de leur point de vue et de l'image en général des femmes dans la société. Je pense qu'au mois de mai, les personnes qui ont commencé à critiquer au mois d'avril pourront se déchaîner, j'ai envie de vous dire. Alors je pense que je vais pas rentrer dans ce débat là. C'est une saga que j'aime bien, c'est léger, c'est fun et c'est à chaque fois je le lis en une ou deux journées pendant le mois où le tome il sort, vous voyez. Et du coup voilà, c'est cool, je vais pas rentrer dans des débats et je veux pas compliquer ma lecture, c'est un truc léger, un truc fun et ça va le rester. Et maintenant il me reste 2 livres à vous présenter et là vous vous dites, c'est pas compté ou quoi? Oui, je viens de vous en présenter 3 et d'habitude j'en présente 4 par update lecture, mais les 2 suivants je ne peux pas les séparer, vous allez voir. Il s'agit du tome 3 et 3,5 de Love Game, donc je peux pas les séparer, je vais en parler en même temps, ça devrait être assez rapide quand même. Je vais commencer par le tome 3 évidemment. Donc j'ai acheté ce tome 3 là d'occasion juste avant de partir en vacances.
Tous les livres que je viens de vous présenter, c'est des livres que j'ai lus pendant ma semaine de vacances. Pendant une semaine, j'avais emmené plein de livres et j'en ai lu 5, je crois, en une semaine. C'était à peu près mon record. Hein. Donc je l'ai acheté juste avant et je me suis dit c'est trop cool, je vais l'emmener. Donc je l'ai emmené et j'ai aussi pris le 3,5 parce que du coup il était là et que du coup je l'ai lu à la suite. Donc dans les tomes 1 et 2 de Love Game, on suit Drew et Kate, je crois, qui se rencontrent au travail, qui travaillent ensemble et qui ont leur histoire tous les deux dans les deux tomes et c'était vraiment cool. J'adore vraiment la manière dont Emma Chase écrit, c'est juste vraiment cool. Et ici on ne suit plus Drew et Kate, on suit Matthew et Dolores qui sont respectivement les meilleurs amis de Drew et Kate. Hein, voilà. Donc ils vont se rencontrer, c'est assez cool. Autant Kate était une fille assez, assez normale. C'est pas le cliché de la fille complètement vierge et complètement débile niveau sexe, hein, faut dire ce qui est. C'est pas ce genre de fille très carrée qui passe son temps à travailler et qui du coup n'a jamais eu de petite amie et n'y connaît rien. Non. Mais elle était quand même assez plate. Enfin, je l'aime beaucoup, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais Dolores est beaucoup plus travaillée au niveau du personnage. Elle a un passé un peu plus compliqué et peut-être que je l'ai plus aimée parce qu'elle est plus construite et traitée comme un homme en fait. C'est un peu une femme qui ressemble à un homme. Voilà, c'est peut-être aussi mon cas. Enfin, c'est une femme qui pense comme un homme et qui vit sa vie presque comme un homme en fait. Mais du coup, c'est vraiment cool. Alors Matthew est aussi très sympathique, il faut le dire quand même. Hein. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cet homme-là. Leur histoire m'a un petit peu rappelé celle de Tessa et Hardin dans After. Encore une fois, parce que ça va jamais, ils sont bien, puis il y en a un qui complique la vie, puis qui se pose des questions, et puis qui se dit oui mais non, peut-être que je devrais pas. Peut-être qu'on devrait pas, ils se séparent, ils se remettent ensemble, ils s'engueulent et voilà. Et moi j'aime bien les coups comme ça qui passent leur temps à s'engueuler et où tout n'est pas, plat, c'est-à-dire où on n'a pas juste, ils se rencontrent, ça va pas, puis ils couchent ensemble et ils se mettent ensemble. Non, là c'est un peu plus compliqué que ça, c'est un peu plus travaillé et c'était vraiment cool. Et on a aussi toujours ce ton de Emma Chase, donc l'histoire est racontée par Matthew, ce qui fait que je suppose que le tome 4 va aussi être sur eux et sera raconté par Dolores. Et on a toujours ce personnage qui nous parle, qui s'adresse à nous. On a vraiment l'impression qu'on est en train de discuter avec lui. Alors encore une fois, on peut pas lui répondre, mais c'est vraiment cool et c'est vraiment bien écrit. Et pourtant, c'est une écriture assez simple. Enfin bref, si vous connaissez pas cette saga, moi je vous la conseille. Enfin, si vous aimez les romances, un minimum érotique encore une fois, parce que si vous aimez pas les scènes de sexe, vous allez dire ouais, mais il y a du sexe, c'est nul et tout. Enfin bref, voilà. Et donc le tome 3,5, c'est un tout petit tome, je crois qu'il fait 150 pages. Oh, il y a encore mon marque-page. Il fait 100, 200, 107 pages. Voilà. C'est pas beaucoup, hein. Donc c'est... j'ai pas compris trop l'intérêt de ce tome 3,5, je vous avoue. Il n'est pas très nécessaire de le lire. Je comprends pas non plus pourquoi il intervient après le tome 3. Alors si, pour deux personnages c'est compréhensible, mais pour les deux autres, non. Parce que dans ce tome 3,5, on suit à la fois Kate et Drew et Matthew et Dolores. Sauf qu'on retrouve Matthew et Dolores juste après le tome 3, jusque là c'est normal. Sauf que Kate et Drew, j'ai l'impression que le tome 2 n'a pas encore eu lieu pour eux. Du coup, l'ordre des hommes aurait dû être un petit peu autre. Parce que là j'étais un petit peu perdue, j'arrivais pas trop à me situer. Mais du coup c'était vraiment cool. En fait c'est pas une histoire, c'est plusieurs petites scènes de leur vie qu'on a. Qui montrent à la fois l'évolution du couple de Kate et Drew du coup entre le tome 1 et le tome 2. Et du couple de Dolores et Matthew après le tome 3 parce qu'à la fin du tome 3 il y a un événement qui est complètement réalisé ici. Du coup c'était plutôt cool mais il faudrait limite lire les scènes qui sont par rapport à Kate et Drew entre le tome 1 et 2 ou lire le tome 1 puis le tome 3 puis celui-là puis le tome 2. Enfin bref c'est compliqué, pour moi l'ordre des tomes est très bizarre et j'ai eu un peu de mal à m'y retrouver mais c'était quand même très sympa. Pour une fois, j'ai réussi à faire un update lecture pas trop long alors qu'il y avait 5 livres. Vous avez remarqué comme je fais des progrès. Hein. Pour ne pas tout gâcher, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.